Oui, bonjour, bonsoir. Ginette Elarard, pédopsychiatre au Centre de guidance infantile et au CESA de la Passerelle. Je voulais vous demander un petit peu dans votre expérience, qu'est-ce que vous retrouvez à peu près comme proportion dans les enfants harceleurs ou victimes d'enfants qui ont pu connaître dans leur existence des situations de maltraitance. Et d'autre part, je voulais dire aussi, pour ajouter à la présentation des situations qui amènent le harcèlement, la situation des enfants qui sont handicapés et qui sont souvent victimes de moqueries, en particulier les jeunes qui sont en SECPA, en Ulysse, que ce soit Ulysse école, Ulysse collège ou Ulysse lycée. Ça, je le tire de ma propre expérience, évidemment, mais bon, voilà. Alors, je sais pas, tu pourras compléter, Alexis, sur les situations que tu as reçues. En tous les cas, sur les situations que j'ai pu traiter, peu, euh, peu de ces enfants-là avaient connu une situation qui relevait de la protection de l'enfance dans leur environnement familial. Mais tous avaient une histoire singulière en lien avec une fragilité personnelle lié à un contexte psychosocial, à un contexte familial un petit peu, enfin, avec une histoire de vie qui avait été compliquée, comme on le verra dans le film, hein, par exemple un deuil, une séparation qui avait fragilisé, un conflit familial grave qui fait que une maladie aussi d'un parent qui fait que l'enfant harcelé ou harceleur a une faible estime de lui, se retrouve en situation de fragilité et prend un rôle ou l'autre. Cela dit, c'est intéressant aussi la question que vous posez, ça me permet de rebondir sur le fait que euh, deux situations ont fait l'objet d'un signalement dans le cadre de la protection de l'enfance, parce que ça prenait une proportion importante et ça les mettait en danger eux-mêmes par rapport aux actes qu'ils pouvaient poser, hein. Mais cela dit, j'ai pas pu observer que ces enfants, effectivement, étaient dans des situations eux-mêmes, dans un cadre familial peu structurant, etc. Voilà. Et pour la question des enfants, effectivement, qui sont élèves d'Ulysse ou qui ont un handicap, c'est vrai que euh, il y a de la discrimination, ils peuvent être mis à mal, euh, mais certains aussi sont mis à mal du fait que dans un contexte scolaire global avec beaucoup d'élèves qui sont pas comme eux, il y a une vraie volonté des équipes de les intégrer et une vraie solidarité dans certains endroits au niveau des élèves, mais dans les établissements où c'est plus compliqué, c'est quelquefois difficile pour eux d'avoir une place entière. De là, est-ce qu'ils sont victimes de harcèlement plus que les autres? Ça, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des jeux qui m'interrogent toujours dans les cours d'école quand les jeux des baffes, là, ou les jeux où on prend un gamin, où on le pousse avec le cartable. Moi, adulte, je suis toujours intervenue à quelque place que je sois. Mais c'est vrai que quand vous interrogez les enfants, ils vous diront: on joue, madame? Mais il faut leur poser la question à ces enfants-là, mais qui joue vraiment et est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir jouer à ce jeu-là, surtout quand tu es la victime? Voilà, je n'ai pas forcément répondu à la question du handicap, mais en tous les cas, on peut constater, oui, il y a quelques enfants qui sont discriminés au titre du handicap, mais pas forcément les situations que j'ai eu à connaître en ce qui me concerne. J'aimerais ajouter le fait que la question du handicap et des élèves qui t'en SECPA pour intervenir dans les établissements, pour m'être aussi occupé d'enfants handicapés, il est, je disais tout à l'heure, que cette thématique renvoyait aussi à nos propres postures. Lorsqu'on parle des élèves qui sont en SECPA, si je me réfère à mon expérience, il est intéressant d'entendre aussi le discours des adultes sur les élèves de SECPA et comment nous les percevons. Il est clair que notre façon aussi d'être, hein, sans accuser encore une fois, mais il est important de le pointer, notre façon d'être génère aussi ou peut générer auprès d'autres élèves une façon de voir, une façon de regarder et de penser des élèves qui pourraient être
hors norme. Les SECPA, c'est pas simple. Les SECPA, c'est pas la norme. Nous sommes quand même, l'éducation nationale, mais là on pourra échanger, est quand même très normative, hein, avec les élèves qui se doivent être dans une forme de réussite, hein, de répondre à un cadre. Dès lors où on sort quelque peu du cadre, ça devient un peu compliqué. C'est important de poser les choses clairement pour pouvoir mieux les traiter. Si on tape à côté ou si on parle à côté, je crains que on s'éloigne du sujet. Donc, les questions de harcèlement, me semble-t-il, oui, ces enfants s'y sont soumis, et je crois que notre regard peut aider, et beaucoup de choses sont faites au niveau de l'éducationnel, justement, pour changer le regard et faire en sorte que l'on puisse les regarder comme tout à chacun, et non pas mettre en avant le handicap ou le fait qu'ils seraient moins bons que ceux qui suivent une scolarité dite classique. Il y a une nouvelle question, là. C'est pas une question, mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai déjà été harcelée. Donc du coup, je sais ce que ça fait. Et c'était vraiment du harcèlement. Et c'est une fille qui se prend tout permis, enfin, elle se croit la reine. Et c'est très compliqué pour moi parce que je suis pas du tout comme les autres, j'ai pas de téléphone en 6e, enfin, parce que tout le monde en a. J'ai pas de télé non plus. C'est... Enfin, je veux dire, il y a... il y a enfin, je suis pas comme les autres. Et du coup, tout le monde me met à l'écart. Et moi, je me dis, mais pourtant, je suis pas... je suis pas une extraterrestre. Je suis une humaine. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour être un humain. Donc, je comprends pas pourquoi les gens rejettent les autres gens. Voilà. Merci. Alors si je peux me permettre, parce que je disais tout à l'heure que c'était mon préambule lorsque je reçois des patients donc, à mon cabinet, j'aimerais, là aussi au nom de l'espèce humaine et pas comme ça, j'aimerais te présenter des excuses pour le harcèlement, puisque tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'est important. Là, tu as pu exprimer ce que tu as ressenti. Donc de ma place, pardon pour ce qui t'est arrivé. Mais je voulais juste rajouter un petit commentaire à la parole de Monsieur Sandou pour cette jeune fille que j'aperçois du bout du nez. Moi aussi, je suis pas très grande, mais simplement, j'ai envie de te dire, continue à être ce que tu es. Hein. Je crois que c'est toi qui as raison de continuer à être ce que tu es, malgré les groupes comme ça qui ont tendance à faire groupe, à faire corps contre les autres. Voilà. Continue ta route et qu'elle soit la meilleure possible. Dans l'appel au 30-20, il n'y a pas d'anonymat possible. Ah oui, absolument. Hein. Alors, n'importe qui peut appeler le 30-20, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît une situation de harcèlement. Un jeune peut appeler le 30-20, il sera écouté. Au bout du fil, il y a des psychologues qui sont particulièrement formés sur ces questions-là. La personne ne communique son identité que s'il le veut. C'est comme quand on appelle tous les numéros verts, comme les numéros enfance maltraitée, etc. On ne communique son nom que si on en a envie et que si on a envie que la plateforme nationale transmette l'information en descendant en fait, vers moi sur le département. Sinon, on peut tout à fait, même un professionnel qui a géré une situation, moi je les ai appelés une fois pour avoir un éclairage sur une situation pour laquelle il me semblait important de pouvoir échanger avec eux. Donc un professionnel peut les appeler, un parent peut les appeler, un oncle, une grand-mère. Il y a souvent des grands-mères qui appellent d'ailleurs. Voilà. Qui sont le porte-parole des parents aussi, qui n'osent pas appeler, mais n'importe qui peut appeler. Il faut ensuite, l'intérêt, c'est d'avoir un échange et une écoute avec des spécialistes au bout du fil. C'est ça l'intérêt. Mais on peut rester anonyme, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'une situation soit traitée,
Si à un moment donné, ça ne l'a pas été en amont, c'est important de pouvoir décliner son identité. Et après, les fiches que je reçois, c'est vraiment il n'y a pratiquement rien. J'ai le nom de la victime, le nom des parents, les coordonnées téléphoniques des parents, et j'ai le niveau de classe d'âge du jeune et le collège concerné. Et après, c'est tout ce que j'ai. Et après, je me débrouille avec ça. Donc c'est après, dans l'entretien avec les parents, que je découvre la situation. Je n'ai aucune autre indication que celle-là. Oui, bonsoir. Je suis la maman de Louve, celle qui est intervenue. Donc, je voulais savoir si dans tous les collèges, par exemple dans les écoles, le numéro 3020 se trouve, est visible. Et si au départ, on leur explique que si ils se retrouvent en difficulté, qu'ils peuvent téléphoner, enfin, ils peuvent agir. Ceci dit, pour l'histoire de Louve, on a fait le nécessaire. Il y a toute l'équipe pédagogique. Mais ce n'est pas seulement les enfants. Elle s'est retrouvée aussi en primaire face à une instite malveillante. Et là, j'ai dû carrément l'extraire de l'éducation nationale parce que Louve, elle avait commencé à avoir vraiment des phobies de l'école. Dès qu'on se rapprochait du virage vers l'école, paf, elle avait mal au ventre. Souvent, je me retrouvais devant l'école et en la voyant, je fais bon, allez, on rentre à la maison. J'ai intervenu plusieurs fois, j'ai expliqué, enfin on a discuté, mais je me suis retrouvée face à une instite où elle voulait rien savoir, donc j'avais pas le choix, j'ai dû l'extraire de l'éducation nationale. Donc c'est sûr que cet épisode l'a fragilisé. Bon, c'est un enfant assez fragile, on va dire, donc il suffit de pas grand-chose pour alimenter sa fragilité. Mais pour moi, je pense que la prévention au niveau scolaire n'est pas assez importante parce que je vois les enfants de 6e, ils sont d'une violence... nous, on est au collège de Penn et il y a eu déjà 2 cas d'harcèlement, mais assez violents, quoi, physique, où le gamin, pareil, ne veut plus aller à l'école. Donc et c'est pour ça que je n'ai pas vu ce numéro de téléphone, par exemple, quand je me suis retrouvée face à ces difficultés. Donc voilà, je pense que en début d'année, peut-être mettre des flyers en expliquant qui vous êtes. Ça permettrait aussi d'aider certains parents ou des élèves. Voilà, merci. Oui, alors bon, vous avez raison, je pense qu'on est encore perfectible en termes d'information, de prévention. Mais bon, je crois que justement, là, ce que je disais tout à l'heure, on y travaille beaucoup. Il n'y a pas forcément d'affichage, c'est possible, oui, qui est systématique, on va dire. Mais bon, après, il y a quand même des échanges. Il y a des situations, vous parliez des élèves de 6e. Les élèves de 6e, il y a le dépistage infirmier qui intervient. Et donc là, il y a un travail de prévention et d'information qui est mené par l'infirmier ou l'infirmière scolaire. Mais c'est sûr qu'il y a encore du progrès à faire en la matière. Si je peux me permettre juste pour rajouter une petite information, parce que cette année, donc, il y a eu lieu la journée nationale contre le harcèlement. Cette année, elle a eu lieu le 5 novembre, le 3 novembre, merci. Et donc, il y avait une campagne publicitaire juste avant. C'est vrai, cette année, la campagne était plutôt faite par le ministère de l'Éducation. Elle était plutôt basée sur Internet et les réseaux sociaux. Effectivement, donc, vous aviez la référence par rapport à ce numéro de téléphone et d'autres références, effectivement, qui vous renvoient automatiquement sur ce site, qui est très complet. Et je ne cesse de le dire parce qu'il faut vraiment visiter ce site. Et vous aurez même une idée générale sur la façon, parce que monsieur le principal a parlé concernant le protocole, ça vous donnera également une idée sur le processus. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que bon, c'est sûr que on peut avoir des numéros affichés dans des établissements scolaires. Alors, je ne sais pas si c'est affiché dans tous les établissements scolaires, mais ce
ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des établissements se sont vraiment emparés de cette question-là et tentent de faire des actions de prévention au plus tôt, au plus près des élèves. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous parlez de l'école primaire, madame, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des écoles primaires parce que là, les actions de prévention sont encore limitées sur le territoire. Mais il y a une vraie, il y a une véritable envie de faire les choses, mais c'est après tout le reste aussi. Cela dit, vous évoquiez aussi la situation d'enseignants qui ne comprennent pas forcément les enfants et qui peuvent eux-mêmes, quelquefois, être à l'origine d'une forme de harcèlement, en fait. Hein. Et ces situations, maintenant, j'ai pas parlé de lui, mais bon, monsieur le secrétaire général de la DSDEN, monsieur Micheli, est maintenant mon binôme sur la question du harcèlement, depuis qu'il a pris ses fonctions au mois de septembre. Bon, c'est moi qui traite les situations, mais après, on essaie de voir en commun des réponses quand il y en a, notamment par rapport à l'institution. Et c'est vrai que du coup, on réfléchit ensemble sur les modes de réponse et les modes de réparation sur les situations de harcèlement éventuellement d'un enseignant vis-à-vis d'un élève. Voilà. C'était à quel moment, madame? Alors, je ne vais pas vous dire que la lettre s'est perdue, parce qu'en général, les lettres ne se perdent pas, mais l'inspecteur d'académie est très vigilant par rapport au courrier que font les familles. On est plusieurs services et personnels qui peuvent traiter ensemble de certaines situations, notamment celle-là. Et c'est vrai qu'on est très vigilant et on apporte toujours une réponse aux familles. Hein. Donc, j'entends. Alors, je ne sais pas où votre lettre est restée coincée, mais en général, on répond toujours et on essaie, dans des situations un peu aiguës, de donner un rendez-vous aux familles aussi. Donc, voilà, ça peut... On va peut-être revoir après ça. Mais je vais passer la parole là. Il y a une dernière question et il va falloir qu'on s'arrête juste après. Enfin, vous allez répondre parce qu'il y a un buffet qui est proposé avant le film qui est à 21h à peu près. Donc, et puis, on pourra débattre encore aussi après le film. Hein. Donc, voilà. Bonsoir, donc je m'appelle Sonia Coste. Je parle en termes de maman. Vous parliez tout à l'heure du rôle des témoins qui sont très importants. Et moi, je voulais savoir comment alerter. Parce qu'on voit, par exemple, moi, j'ai mes enfants qui vont sur les réseaux sociaux. Donc, je contrôle quand même. Je regarde. Et des fois, c'est vrai que je vois des discussions qui sont quand même assez particulières. Mais comment faire? C'est-à-dire, on ne peut pas être alarmiste non plus. Et à quel moment on peut intervenir? Après, il y a l'histoire de la délation. On a peur aussi que les enfants ils aient des représailles, où on va alerter, puis en fait, c'est pas si grave que ça. Donc, voilà, à quel moment on doit intervenir, à qui on doit s'adresser et comment on peut faire, parce que je pense que la prévention, effectivement, c'est important, mais est-ce qu'on peut pas... Enfin, des fois, on a peur d'agir un peu trop tôt. Et voilà. Alors, je vais répondre, puis je vais peut-être donner la parole à Vincent Conquet. Donc, ce qui me paraît important, c'est déjà d'interroger votre enfant sur ce que lui voit. Parce que derrière l'écran, les enfants n'ont pas de limite. Le jeu du cyberharcèlement, c'est de surenchérir. Plus je vais insulter, plus l'autre va insulter, et c'est moi finalement qui suis quelque part le héros de l'histoire. Et il faut déjà stopper ça. Donc déjà, le premier rôle, c'est éducatif par rapport à son propre enfant pour que lui-même puisse ne pas se rallier à ce phénomène-là de groupe, de contamination
de la toile, en fait. Ça, c'est important. Et ensuite, vous avez plein de relais dans l'établissement scolaire. Monsieur Conquet en a parlé, hein, mais il y a le premier niveau, c'est le cœur de l'établissement, c'est la vie scolaire. À la vie scolaire, il se passe beaucoup de choses. C'est là où il y a plein d'informations qui circulent aussi. Donc, peut-être que l'enfant, s'il est assez solide, puisse aller voir quelqu'un de la vie scolaire ou autre. Hein. Ça, c'est important. Oui, c'est pour compléter ce que dit Madame Prabono. Je crois qu'effectivement, on a souvent ce type d'information, effectivement, soit qui est relayé par un élève qui a vu sur son téléphone portable, qui a lu des propos, ou alors des parents aussi qui prennent contact avec la vie scolaire pour indiquer qu'ils se sont rendus compte que leur enfant, alors parfois même participer, donc ça nous permet après de justement alors on n'est pas dans une démarche de délation, mais plutôt essayer d'intervenir le plus tôt possible. Je crois qu'il convient d'aller au fond de votre question, parce que ce que j'entends, c'est comment porter la parole, comment faire pour qu'il n'y ait pas d'effet sur l'enfant. C'est ce que vous posez là. Donc, cette notion d'accompagnement, quel est l'enjeu lorsque je constate qu'il y a quelque chose qui me semble particulier, qui me semble important à dire, mais si j'y vais, quelles sont les conséquences? C'est cela dont je parlais de la question de la sidération, c'est la censure de sa parole et l'impossibilité de dire, de peur que l'enfant en subisse les conséquences. C'est très important ce que vous pointez là, et je crois qu'au niveau des dispositifs qui sont mis en place, il y a peut-être ce petit manque en termes d'accompagnement. Comment on y accède? Là, on voit, les cadres sont faits, ils sont bien faits, mais c'est encore une fois comment on chemine vers ces cadres et comment on se sent suffisamment sécure pour pouvoir en parler sans risque de perturber en tout cas la place de l'enfant au sein de sa classe, au sein de son groupe scolaire. Je vous propose de nous interrompre maintenant et de continuer autour du buffet et d'un verre. Et ensuite, il y aura le film et on pourra continuer aussi après.